Et si pour la première fois depuis l'indépendance, l'avenir de l'Afrique commençait à s'écrire à Ouagadougou plutôt qu'à Washington? Imaginez la scène. Nous sommes en l'an 2025. Le soleil se lève sur Monrovia, capitale du Liberia, ce pays dont toute l'histoire semble tisser de liens avec l'Amérique. Mais ce matin-là, l'agitation diplomatique ne se dirige pas vers les rives lointaines du Potomac. Non. Le cortège officiel quitte les larges avenues héritées du rêve américain pour prendre la direction du Burkina Faso, traversant les routes poussiéreuses et animées d'Afrique de l'Ouest. Ce déplacement officiel n'est pas anodin. Il fait l'effet d'un choc dans les chancelleries du monde entier. Pourquoi un État dont le drapeau et la monnaie rappellent tant les États-Unis irait-il chercher l'inspiration dans un pays naguère dépeint comme pauvre et instable? La réponse, complexe, va bien au-delà de la tactique. Elle s'inscrit dans un mouvement profond, une révolution tranquille qui bouleverse tout un continent. Pour saisir ce moment, il faut mesurer la portée symbolique du Liberia. Fondé au XIXe siècle par d'anciens esclaves afro-américains revenus d'outre-Atlantique, ce pays a longtemps incarné l'influence américaine en Afrique. Les institutions, les lois, la monnaie, tout ou presque fut calqué sur le modèle de Washington. Le dollar libérien circule dans les poches, les juges prêteront serment sur des constitutions inspirées de Jefferson et de Lincoln, et même l'architecture de la capitale rappelle les villes du sud profond des États-Unis. Mais derrière cette façade, la réalité c'est moins reluisante. Pendant plus d'un siècle, le Liberia a misé sur l'alignement avec l'Occident. Il a adopté le dollar, confié ses richesses à des compagnies étrangères, rêvé de la prospérité promise par le modèle américain. Pourtant, la croissance n'a jamais vraiment décollé. Les infrastructures sont restées vétustes, la jeunesse sans emploi, et les fruits du développement ont profité à une élite restreinte. Prenez le port de Monrovia, l'un des plus anciens d'Afrique de l'Ouest. Jadis, il servait d'escale à toutes les compagnies occidentales. Mais aujourd'hui, il peine à rivaliser avec les ports ultramodernes du golfe de Guinée. Les investissements se sont taris, la concurrence régionale a écrasé les espoirs d'une prospérité rapide. Dans les rues de Monrovia, le contraste est saisissant. Sur le boulevard Escadé, les affiches vendent encore les mérites de l'Amérique, mais les coupures d'électricité sont quotidiennes. Les écoles publiques accueillant parfois plus de 100 élèves par classe, les hôpitaux manquant de médicaments, et la jeunesse majoritaire erre sans horizon. Plus de 60% des Libériens ont moins de 25 ans, mais trop peu trouvent un emploi stable. Ce malaise n'est pas propre au Liberia, il fait écho à une crise plus large du modèle occidental en Afrique. Des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, eux aussi liés à d'anciennes puissances, peinent à offrir des perspectives à leur jeunesse. Les rêves d'ascension sociale s'éloignent, la colère gronde. C'est dans ce contexte qu'émerge la figure du Burkina Faso. Longtemps perçu comme un pays enclavé, pauvre, tributaire de l'aide internationale, il surprend tout le monde. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, la nation opte pour la souveraineté, la solidarité régionale et la réappropriation de ses richesses. L'histoire du Burkina Faso fourmille d'exemples inspirants. Prenons la mobilisation populaire autour du Fonds patriotique. Des millions de citoyens, commerçants, étudiants, agriculteurs ont contribué à une caisse commune destinée à financer la défense nationale. Cette initiative rappelle l'effort de guerre mené par l'Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale, quand chaque citoyen était appelé à investir dans les war bonds pour soutenir la résistance contre l'Allemagne nazie. Mais ici, l'objectif n'est pas d'affronter un ennemi extérieur, c'est de reprendre le contrôle du territoire et de redonner confiance à la population. Grâce à cette mobilisation, le Burkina Faso a réussi à reconquérir plus des 2 tiers des zones autrefois contrôlées par des groupes extrémistes. Les villages autrefois désertés connaissent une renaissance. On voit réapparaître les marchés, les écoles rouvrent, les dispensaires accueillent de nouveau les familles. Ce phénomène n'est pas sans rappeler la reconstruction du Rwanda après le génocide, une volonté farouche de panser les plaies, de rebâtir et de tourner la page. La gestion des ressources naturelles a elle aussi été bouleversée. Pendant des décennies, l'or du Burkina Faso profitait surtout à de grandes multinationales. Aujourd'hui, de nouveaux contrats imposent que les bénéfices aillent d'abord aux communautés locales. À Bobo-Dioulasso, par exemple, les revenus miniers servent à financer l'adduction d'eau potable et la construction d'écoles. Ce principe de répartition équitable rappelle les débats sur le local content au Nigeria, où l'État a tenté, avec plus ou moins de succès, d'imposer une part locale dans l'industrie pétrolière. À la souveraineté économique s'ajoute l'innovation énergétique. Le Burkina Faso a lancé des mini-centrales solaires dans des zones rurales, inspirant d'autres pays du Sahel. Ainsi, dans le village de Zignaré,
Les habitants bénéficient d'une électricité fiable pour la première fois. Cela leur permet de conserver des produits agricoles, d'étudier après la nuit tombée et de lancer de petites entreprises. L'exemple du Maroc, devenu leader africain de l'énergie solaire avec la centrale Noor, prouve que même les pays non pétroliers peuvent s'affranchir des importations coûteuses. Le leadership d'Ibrahim Traoré s'illustre par sa proximité avec la jeunesse. Il organise régulièrement des forums ouverts, où les étudiants peuvent dialoguer avec les ministres. Cette démarche rappelle celle de Jerry Rawlings au Ghana, dans les années 80, lorsqu'il s'adressait directement au peuple pour expliquer les choix économiques. Cette proximité crée un sentiment d'appartenance, une volonté partagée de participer à l'effort national. Mais ce modèle, aussi prometteur soit-il, reste fragile. Les médias occidentaux n'hésitent pas à le qualifier d'utopique, voire de dangereux. Or, l'histoire regorge de mouvements qui ont d'abord été tournés en dérision avant de s'imposer. Qui se souvient qu'en 1960, l'idée même d'une Union européenne faisait sourire? Aujourd'hui, c'est une réalité incontournable du continent européen. Le Burkina Faso inspire au-delà de ses frontières. Le Mali, le Niger et même des pays d'Afrique centrale observent attentivement. À Bamako, des collectifs citoyens s'organisent pour réclamer une gestion plus transparente des ressources minières. À Niamey, la société civile pousse pour plus d'investissements dans l'agriculture locale, sur le modèle burkinabé. C'est donc dans ce climat de basculement que le Libéria décide de tendre la main à Ouagadougou. Ce geste n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un processus de maturation, d'une prise de conscience partagée par une partie croissante de la jeunesse africaine. Pour comprendre la portée de cette alliance naissante, il faut revenir à l'histoire du Libéria. Au XIXe siècle, des milliers d'anciens esclaves afro-américains, animés par le rêve d'une terre promise, débarquent sur la côte ouest africaine. Ils bâtissent une capitale, Monrovia, du nom du président américain James Monroe. Ils adoptent une constitution, une monnaie, des lois inspirées du modèle américain. Le drapeau libérien, avec ses 11 bandes rouges et blanches et son étoile blanche sur fond bleu, est un hommage évident à l'emblème des États-Unis. Pendant plus d'un siècle, le Libéria reste un poste avancé de l'influence américaine. Washington s'implique dans la formation des élites, finance des infrastructures et assure une assistance militaire. Mais ce partenariat n'a pas empêché le déclenchement de 2 guerres civiles, entre 1989 et 2003, qui ont laissé le pays exsangue. L'économie du Libéria reste fragile. Elle repose sur l'exportation du caoutchouc, du bois, du minerai de fer. Mais la transformation locale est quasi inexistante. Les matières premières sont extraites, expédiées vers l'étranger, transformées ailleurs, puis revendues à prix d'or aux Libériens. Ce schéma rappelle la malédiction des matières premières, qui a longtemps frappé des pays comme le Congo ou l'Angola. La monnaie libérienne, arrimée au dollar américain, prive le pays de toute flexibilité en cas de choc externe. Lors de la crise financière mondiale de 2008, le Libéria n'a eu d'autre choix que de subir la volatilité du dollar. Les prix à la consommation ont grimpé, les salaires sont restés bloqués et la dette extérieure a explosé. Face à cette situation, la jeunesse libérienne commence à s'interroger. Pourquoi rester prisonnier d'un modèle qui ne profite qu'à une minorité ? Pourquoi ne pas s'inspirer des voisins qui, malgré des défis similaires, parviennent à innover et à résister à la fatalité ? C'est alors que le rapprochement avec le Burkina Faso prend tout son sens. Il témoigne d'une volonté de sortir des schémas anciens, d'explorer de nouvelles pistes. Mais cette démarche ne va pas sans risque. L'histoire africaine regorge d'exemples où les tentatives d'émancipation se sont heurtées à des réactions brutales de la part des anciennes puissances ou d'intérêts locaux bien établis. On se souvient du Ghana de Kwame Nkrumah, qui dès les années 60 a tenté d'imposer une politique de substitution aux importations, de créer des industries nationales, d'investir dans l'éducation. Mais les pressions extérieures et les blocages internes ont fini par avoir raison du projet. Aujourd'hui, la leçon est plus claire. Pour réussir, il faut une mobilisation de toute la société, un plan stratégique solide et la capacité à résister aux chocs externes. Dans le cas du Burkina Faso, la réussite du Fonds patriotique réside dans l'implication de toutes les couches sociales. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans les villages. Des radios locales expliquent dans l'importance de la contribution citoyenne. Des femmes s'impliquent dans la gestion des fonds. Ce modèle rappelle celui du Harambee, au Kenya, une tradition de collecte communautaire pour financer des écoles ou des dispensaires.
Au niveau régional, le Burkina Faso, avec le Mali et le Niger, a constitué l'Alliance des États du Sahel. Ce bloc vise à mutualiser les efforts en matière de sécurité, d'énergie et de gestion des ressources. Il s'inspire du modèle de l'ASEAN en Asie du Sud-Est, où des pays aux profils très différents ont su unir leurs forces pour peser davantage sur la scène internationale. Pour le Libéria, rejoindre ce mouvement, c'est choisir de miser sur la coopération Sud-Sud, au lieu de rester dépendant de l'aide venue du Nord. Ce choix s'illustre par des projets concrets. L'ouverture des ports libériens aux pays du Sahel, la création de corridors logistiques pour faciliter le transport des marchandises, l'organisation de sommets régionaux pour définir des stratégies communes en matière de sécurité. Prenons un exemple, l'accord sur les ports. Jusqu'à présent, les pays enclavés du Sahel devaient y passer par les ports de Côte d'Ivoire ou du Ghana pour exporter leurs produits. Désormais, l'accès direct aux ports libériens pourrait réduire les coûts de transport de plus de 30%, accélérer la circulation des marchandises et stimuler la création d'emplois au Libéria. Des dizaines de milliers d'agriculteurs burkinabés, maliens ou nigériens pourraient ainsi trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. Autre avancée majeure, le soutien du bloc du Sahel à la candidature du Libéria pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la première fois qu'un État africain reçoit un soutien unanime de ses pairs sans passer par le filtre des capitales occidentales. Ce précédent rappelle la candidature réussie de l'Inde en 2011, appuyée par le groupe des pays en développement du G77. Sur le plan de la sécurité, l'organisation d'un sommet africain à Monrovia marque une rupture. Jusqu'ici, les grandes conférences sur la paix en Afrique étaient pilotées depuis Paris, Londres ou New York. Désormais, ce sont les Africains eux-mêmes qui définissent l'agenda, échangent sur leurs expériences et conçoivent des solutions adaptées au terrain. Cette démarche rappelle la conférence de Bandung en 1955, où des pays du Sud ont posé les bases du non-alignement. Le volet économique n'est pas en reste. La proposition de créer des fonds africains alimentés par l'épargne locale et la diaspora vise à rompre avec la dépendance vis-à-vis de la Banque mondiale et du FMI. L'idée est de mobiliser les milliards de dollars envoyés chaque année par la diaspora pour financer des projets locaux, infrastructures, agriculture, éducation. Le modèle s'inspire du succès des Diaspora Bonds émis par l'Éthiopie ou Israël, qui ont permis de lever des sommes considérables sans passer par les marchés internationaux. Mais ces ambitions ne sont pas sans risque. Les anciennes puissances regardent d'un mauvais œil cette prise d'autonomie. Déjà, des menaces de révision des accords commerciaux planent. Les médias occidentaux multiplient les reportages alarmistes suggérant que l'Afrique court à la catastrophe. Certains leaders locaux, inquiets de perdre leurs privilèges, tentent de freiner le mouvement. Pourtant, la jeunesse africaine ne se laisse pas impressionner. À Monrovia, des milliers de jeunes descendent dans la rue, brandissant des pancartes « Souveraineté ou rien ». Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Declare Afrique debout ou Écra fier de nous deviennent viraux. À Dakar, des débats passionnés enflamment les universités. À Abidjan, des collectifs d'entrepreneurs réfléchissent à des solutions pour dynamiser le commerce interafricain. Mais la route est semée d'embûches. Les divisions linguistiques, religieuses, régionales menacent de fragiliser l'élan. Certains intellectuels redoutent une radicalisation du mouvement, d'autres craignent un isolement dangereux vis-à-vis du reste du monde. Les élites traditionnelles dénoncent une utopie dangereuse, arguant que l'Afrique ne peut se passer de ses partenaires historiques. Pour transformer l'essai, il faut des stratégies concrètes. Premièrement, investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle afin de doter la jeunesse des compétences nécessaires pour innover. Deuxièmement, renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics, en s'inspirant des modèles scandinaves où chaque citoyen peut consulter le budget de l'État en ligne. Troisièmement, développer les infrastructures régionales, routes, chemins de fer, réseaux électriques. L'exemple du chemin de fer, Dakar-Bamako, relancé après des années d'abandon, prouve que la coopération régionale n'est pas un rêve inaccessible. Quatrièmement, encourager l'entrepreneuriat local. Le Nigeria, avec son programme YouWin, a permis à des milliers de jeunes de lancer des entreprises grâce à de petits financements et un accompagnement personnalisé. Cinquièmement, miser sur l'agriculture durable. Le Rwanda, en investissant dans l'irrigation et la formation des agriculteurs, a réduit sa dépendance alimentaire et créé des centaines de milliers d'emplois. Mais surtout, il faut préserver l'unité du mouvement. L'histoire de la décolonisation montre que les divisions internes ont souvent compromis les plus belles espérances. Pour éviter cet écueil, il est essentiel de créer des espaces de dialogue ouverts, où toutes les voix peuvent s'exprimer, et de privilégier le consensus sur les questions stratégiques.
Face aux pressions extérieures, il convient d'adopter une diplomatie intelligente. S'inspirer du modèle vietnamien, dialoguer avec tous, ne jamais rompre les ponts, mais rester ferme sur les intérêts nationaux. Le Vietnam, malgré la guerre, a su négocier sa place dans le commerce mondial tout en préservant son autonomie politique. Enfin, il est crucial d'impliquer la diaspora africaine. Chaque année, des milliards de dollars sont envoyés par les Africains installés à l'étranger. Au lieu de disperser ces fonds dans des transferts informels, il s'agit de les canaliser vers des projets structurants, écoles, hôpitaux, incubateurs d'entreprises. L'exemple d'Israël, qui a financé une partie de son développement grâce à l'épargne de sa diaspora, doit inspirer l'Afrique. Mais un danger guette, la récupération du mouvement par des politiciens habiles qui pourraient en détourner l'esprit pour servir leurs propres intérêts. Pour éviter ce piège, il faut instaurer des garde-fous. Comités citoyens de surveillance, audits publics, renouvellement régulier des équipes dirigeantes. L'enjeu, on le voit, dépasse largement le cas du Libéria ou du Burkina Faso. Il s'agit de savoir si l'Afrique peut enfin écrire sa propre histoire, surmonter les divisions héritées de la colonisation et bâtir un modèle de développement adapté à ses réalités. L'histoire récente offre des raisons d'espérer. En 2010, l'Union africaine a lancé le programme Agenda 2063, qui vise à transformer le continent en une puissance mondiale. Les succès de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, montrent que l'intégration régionale avance, même lentement. Des projets comme le satellite nigérian NIGCOMSAT, qui offre une connectivité à bas prix dans les zones rurales, illustrent la capacité d'innovation du continent. Mais chaque avancée s'accompagne de défis. Les tentatives d'émancipation économique suscitent des représailles. Sanctions, déstabilisation, campagnes de désinformation. Le cas du Zimbabwe, frappé par un embargo après la réforme agraire, prouve que le chemin de la souveraineté est semé d'obstacles. Face à ces pressions, la clé réside dans la résilience collective. Renforcer les liens entre sociétés civiles, partager les bonnes pratiques, mutualiser les ressources. Le succès de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest doit beaucoup à la coopération régionale, à l'implication des populations locales et à la rapidité de la réponse. Au final, la question centrale demeure: l'Afrique saura-t-elle transformer l'essai ou retombera-t-elle dans les ornières du passé? L'alliance entre le Libéria et le Burkina Faso, si elle tient ses promesses, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère. Une ère où les décisions importantes ne seraient plus prises à Washington, Paris ou Londres, mais bien au cœur de l'Afrique, à Ouagadougou, Bamako ou Monrovia. C'est tout l'enjeu de cette séquence historique. Pour la première fois, des millions de jeunes Africains refusent de voir leur avenir confisqué. Ils s'organisent, innovent, débattent, construisent. Ils refusent l'attentisme, la résignation et réclament le droit de rêver, d'oser, de réussir. Mais rien n'est acquis. Pour ne pas retomber dans l'immobilisme, il faudra persévérer, s'adapter, inventer sans relâche. L'histoire se joue maintenant. Qui sinon les Africains eux-mêmes décidera du futur du continent? Ne rien faire, c'est accepter que d'autres écrivent le récit à notre place, que des milliards de dollars s'évaporent chaque année, que les talents s'exilent et que la dignité s'effrite. Agir, c'est offrir une véritable alternative, pierre après pierre, à une souveraineté conquise et assumée. N'attendons pas d'être jugés comme une génération résignée ou impuissante. Chacun peut être l'étincelle qui fait basculer le récit. Refuser l'inertie, c'est déjà ouvrir la voie à une Afrique souveraine, fière de ses choix, libre dans ses mouvements. Alors, de Monrovia à Ouagadougou, de Dakar à Addis Abeba, la question n'est plus de savoir si l'Afrique s'affirmera, mais quand et comment. Et surtout, l'un qui aura eu le courage d'y croire, sans attendre la validation de quiconque. Car la souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert, ensemble. Souvenons-nous-en aujourd'hui et demain.